Bonjour à tous. Un rendez-vous devenu mythique, incontournable dans le paysage audiovisuel français. C'est le débriefing F1. J'en fais pas un petit peu trop là. Salut Jean-Luc. Bah, écoute, j'allais te le dire, voilà, je commençais à me sentir un peu gêné. Je savais pas où tu voulais en venir, mais maintenant vous avez compris. Oui, il a raison. Bon, allez. Bon, soyons modestes. Oui. Et on vous accueille avec un grand Non, plaisir. c'est toujours un plaisir. Voilà. Et le débriefing F1, 16e numéro de l'année, le Grand Prix du Japon qui s'est déroulé à Suzuka. Absolument. Bon, alors tu vas nous en parler, victoire de Lewis Hamilton, Non, je vais on pas le vous en sait. parler. Non, bon bah salut, au revoir. Alors Jean-Luc, écoute, j'ai envie de repartir un petit peu sur la même idée que la dernière fois, où de manière un peu cruelle mais réaliste, je t'énumérais tous les soucis qu'il y a eu pour Ferrari ces derniers temps. On en était resté à la défaite de Monza, au gros crash simultané pratiquement à Singapour, à la désillusion du début de course de Sepang. La liste est longue. Et là, qu'est-ce que j'ai? Et elle s'est allongée. Oui, non mais c'est incroyable. Ah oui. J'ai un pilote emblématique qui abandonne dès le 3e tour et un autre qui est 17e, certes par des circonstances de course, mais qui est au fond du classement. Non, ils le font exprès ou quoi? Écoute, Alors, on commence par Ferrari. voilà, on commence par Oui. Ferrari. Alors écoute, effectivement, c'était le Grand Prix à ne pas rater. Il est évident que du côté de chez Ferrari, on le savait, on avait la pression maximale, on avait lu ou entendu des bruits selon lesquels on avait dit on va remettre la procédure en place, on va vraiment maintenant vérifier tout parce qu'il y avait un problème de fiabilité mécanique, etc. Même Vettel, et ça m'avait même surpris, s'était risqué à dire non, en fait, on va rien changer parce que tout va bien. Et puis, on a compris, et je passe à l'après-course, qu'il avait envie aussi de protéger l'équipe Ferrari, et c'est un petit peu le pilote qui prend tout, je prends tout sur moi, je suis solidaire, etc. Alors j'en reviens évidemment à ta question. Ben oui, il fallait déjà décrocher la pole. Or là, on a eu un Hamilton exceptionnel, donc je suis obligé de... C'est pas la première fois que tu dis ça cette année. Hein. Non, Oui, bah oui. Il est Ouais. dans sa catégorie. Là, il n'y a rien à dire, parce que Bottas, qui pourtant là a retrouvé un peu de compétitivité, ne peut rien faire par rapport à Hamilton. On a bien compris que Lewis Hamilton, et là je ne suppose pas chez Mercedes qu'il y a une différence de traitement, pour évacuer la question tout de suite. Non, Hamilton, il est au sommet de son art. Voilà, je crois qu'il faut le dire et le redire. Il sort une pole extraordinaire. Vettel ne peut faire que le 3e temps, et puis les pénalités qui viennent frapper, maintenant les meilleurs, comme je l'avais évoqué ici même, comme nous en avions parlé il y a plusieurs semaines, eh ben, vont perturber la fin du championnat, je ne sais pas jusqu'à quel point. Donc ça veut dire que là, tant du côté de Bottas que du côté de Raikko, on se trouve pénalisé. Bon. Donc ça permet à Vettel d'accéder au premier rang. Voilà. Et là, on se dit, bon, bah c'est pas mal. Ça, c'est sûr, ça y est. C'est pas mal. Voilà les deux Voilà. protagonistes du championnat, face à face et Oui, côte à côte. Et des départs, tu me vois venir, à Suzuka, on en a eu quelques-uns dans le passé, même si c'est il y a longtemps, on s'en rappelle un peu. Oui. Bon. Mais donc, Jean-Luc, il y a un problème de bougie maintenant chez Ferrari. Écoute, c'est incroyable. Et j'ai fait une petite pirouette en disant, alors il y a deux cas, soit c'est Verstappen en soufflant ses 20 ans, il a soufflé le bougie de Ferrari, tu me la pardonnes, soit Raikkonen, dont je crois que c'est l'anniversaire très bientôt, qui a soufflé en avant. Non mais c'est grotesque. Mais attends, là, sérieusement, et en plus il y a un problème dans le tour de formation, il soulève le capot, il commence à bidouiller, enfin ça fait pas très sérieux. Quoi. Il faut être honnête. Là, moi je veux dire, comme tout le monde, hein, au fond de tout fan de sport mécanique et de Formule 1, il y a un cœur qui bat pour le Cavallino Rampante, mais là on est obligé de se dire, arrêtez les gars, là ça devient... Oui. Et alors, on va me dire, et je vous entends déjà sur les forums, oui, mais ils ont poussé la mécanique au maximum. Bien sûr, mais tu connais quelqu'un en Formule 1, toi, qui pousse pas la mécanique au maximum. Je veux dire, on peut pas invoquer le manque de budget. Je crois qu'on a le nombre de gens... Combien sont-ils? 600, 700, 800, j'en sais rien, peu importe. En tout cas, on a les moyens, c'est pas normal. Là, à un moment, ça n'est pas normal. Il y a un vrai problème de fiabilité, il y a un problème mécanique et humain. Les deux additionnés, et malheureusement, ça va nous pourrir la fin du championnat. Oui, parce qu'évidemment, je te poserai tout à l'heure les questions sur les conclusions qui s'imposent. Mais si on revient là au fait constaté à Suzuka, ça fait 3 Grands Prix qu'en plus, ça arrive tout de suite. Dès le début du Grand Prix, ça décapite un petit peu tout de suite la chose en plus. Dès le premier tour, on comprend bien que Vettel n'a pas le niveau de performance habituel et que c'est pas son problème à lui, que c'est un problème mécanique quelque part. Parce que quand on voit passer les Red Bull, quand on voit passer Ocon, quand on voit passer, on se dit oula, là Vettel il y est pas du tout. On se dit il y a un problème grave et on se dit tout de suite ça ne va pas aller au bout. Et malheureusement, ça ne va pas aller au bout puisqu'au 4e tour, on est contraint à s'arrêter en disant non, il faut que tu te retires. Et comme dans le même temps, Raikkonen, c'est vrai, c'est pas peut-être complètement de sa faute, mais le fait est que c'est sur lui que ça tombe aussi. Va trop large et il repart, t'as vu, dans les profondeurs du classement. Enfin là, c'est encore une fois, c'était symboliquement dramatique. Oui, là aussi, bon, ça c'est on va dire les frictions du premier tour, mais c'est vrai qu'il en est la victime. C'est vrai que ça pénalise sa course. Déjà qu'il partait de loin sur la grille, il y a double peine là aussi, et la sanction elle est là, même si après on fait une belle remontée. Mais heureusement, heureusement. Alors écoute, évidemment, Lewis Hamilton s'est pas gêné pour gagner. Alors je te poserai tout à l'heure la question sur quand même la menace Verstappen qui semble-t-il a existé jusqu'au bout. En tout cas, nous, on y a cru.
Mais là, bon, Jean-Luc, il n'y a qu'une question à te poser. 8 victoires, une maîtrise impériale, depuis la rentrée du mois de fin août. Bon, bah, on a bien compris qu'il y en avait un et puis les autres derrière. Pour toi, Hamilton est le champion du monde déjà annoncé de l'année 2017? Écoute, ce sont des sports mécaniques, donc je vais utiliser juste un artifice de langage en disant, évidemment, je touche du bois, en disant parce qu'il la mérite, sa victoire. Voilà, déjà, c'est le plus fort, c'est le meilleur, indubitablement, tu viens de le rappeler, c'est le meilleur pilote en lice, 10 pole positions cette saison, 8 victoires, quand on a couvert 5 Grands Prix, bon, je crois que c'est, alors il en reste 4, tu vas me dire, Vettel peut encore faire 4 pôles et 4 victoires, tu y crois, toi? Moi, j'y crois pas. Ah, non. Donc, de toute manière, malheureusement, on est obligé de constater que à ce stade, eh bien, Hamilton mérite largement son 4e titre et ce serait même un scandale qu'il ne l'ait pas. Alors je te dis encore une fois, sous réserve que Vettel n'écrase pas les 4 dernières épreuves du championnat, dernière course, mais je n'y crois pas. Donc c'est évident que le championnat il est mort normalement Bah oui. et que oui, c'est joué. Maintenant, reste à savoir comment Vettel, est-ce qu'il va résister? Est-ce qu'il y aura un sursaut d'orgueil tant de sa part? On peut lui faire confiance, mais surtout de l'écurie. Est-ce que l'écurie va lui fournir le matériel? Parce que quand même, si on peut avoir 4 très beaux Grands Prix, on va pas s'en priver. Hein. Et avec, comme tu le soulignes, mais je devance ta question suivante, des Red Bull Renault qui peuvent parfaitement venir brouiller les cartes. Alors, Lewis Hamilton, bon, on va quand même finir le sujet du vainqueur du jour. Hamilton a donc gagné. Malgré tout, je voulais avoir ton avis par rapport à ce qu'on a vu à un moment donné dans le Grand Prix, à savoir que Bottas ne s'était toujours pas arrêté. Oui. Et que Valtteri Bottas a laissé passer Lewis Hamilton et a protégé son coéquipier d'une manière qui, quelque part, a pu nous rappeler ce qu'a pu faire Irvine et Schumacher ou d'autres duos bien rodés à l'exercice. Est-ce que, honnêtement, tu l'as apprécié, cette manœuvre, et cette partie de la course? Apprécié, non, pour répondre à ta question. Maintenant, je regardais justement, Hamilton s'arrête au 22e tour et on voit que du côté de Bottas, on s'arrête au 29e tour, donc avec une stratégie différente, puisque nous étions partis sur une stratégie différente dès le départ, avec des pneumatiques soft pour les deux pilotes de pointe partis de loin, en l'occurrence Raikkonen et Bottas. Donc, il y a de la logique dans tout ça, c'est-à-dire qu'on a intérêt à le maintenir en piste. Je vais d'abord donner les bons arguments parce qu'il a pas la même montre pneumatique et que ses performances ne baissent pas. Donc, c'est logiquement chez Mercedes, on se dit, bah, on travaille pour lui également, hein, donc on le laisse en piste et à lui faire changer ses pneumatiques pour monter les super soft le plus tard possible, sachant qu'il y a 53 tours. Donc, on se dit, tout ça est logique. Maintenant, effectivement, on ne peut pas s'empêcher de penser que, comme par hasard, au moment où Hamilton passe et Verstappen est extrêmement pressant, eh bien, ça permet de donner un petit peu d'air, on le sait bien. Alors, je dirais, sincèrement, c'est de bonne guerre. C'est moins, comment je dirais, alors vous pouvez me taxer de tout ce que vous voulez, mais c'est moins omniprésent, c'est moins appuyé que ça ne l'a été dans le passé. C'est moins humiliant pour les adversaires et pour le partenaire. C'est-à-dire que le rythme de Bottas n'était pas infâme, n'était pas insipide, il n'a pas levé le pied vraiment pour le retenir de manière ostensible. Maintenant, ce que ça produit comme résultat, c'est bien ça, puisqu'on sait qu'il y a une perturbation aérodynamique très importante derrière, et on sait que si le pilote reste trop proche de celui qui est devant et qu'il ne parvient pas à le passer en un ou deux tours, il pourrit notamment ses pneus avant. Donc oui, il y a une manœuvre. Non, elle n'est pas scandaleuse. Voilà, je réponds à ta question. Maintenant, est-ce que ça me plaît? Non. Voilà. Bah. Alors, ce Grand Prix du Japon, a priori, ne pouvait plus échapper à Hamilton. On l'avait compris peut-être même dès le départ, en tout cas avec cette manœuvre. Mais quand même, en fin de course, on s'est demandé si Verstappen n'allait pas réaliser le coup du siècle en allant chercher Hamilton dans les 2 derniers tours. Est-ce que tu y as cru et comment as-tu analysé cette fin de course? Bien sûr, j'y ai cru un moment, parce que je me suis dit, là, Verstappen n'a rien à perdre. En plus, il avait dévoilé sa stratégie lors du dernier Grand Prix intelligemment, en disant, je sais que j'ai devant moi quelqu'un qui joue le championnat. Moi, je ne le joue pas. Je ne joue que les victoires successives. Donc, je vais tout risquer. Donc, oui, j'y ai cru. Et je me suis dit, en course, c'est pareil. Malgré le talent d'Hamilton, la Mercedes, elle est un poil moins bien ou un poil moins dominatrice, appelle ça comme tu veux. On a entendu dans la radio, à un moment, il parlait de pneus arrière. Oui, et puis de vibration. Hein, il n'avait pas l'air complètement... Tout à la fin, de vibration. Donc, on a dit, il préserve. Maintenant, croire qu'il pouvait le dépasser, Verstappen, non. Et puis il y a le jeu des pilotes attardés. Ça fait mal de dire ça quand on tombe sur Alonso et Massa. Oui. Mais bon, c'est comme ça. Ce sont des pilotes attardés à qui on prend un tour, qui étaient en bagarre pour le point de la 10e place. Et là aussi, moi, j'en ai un petit peu marre qu'on tape de manière comme Vettel l'a fait, par exemple, pour être clair, sur les attardés, les retardataires, appelle ça comme tu veux, les gens à qui on prend un tour en disant « couchez-vous par terre, jetez-vous hors de la piste, laissez passer les dieux ». Non, ça n'a jamais été comme ça en sport automobile. Dans le passé, il y a déjà eu comme ça des histoires. Alors, c'était pas
outrancier, c'était Oui, pas... parce qu'Alonso, Non. il a eu une réprimande. Oui, Parce il a eu une qu'effectivement, réprimande, mais il a un peu quand même troublé le jeu dans cette duel un Hamilton-Verstappen. petit peu, mais je veux dire là Mm. aussi, un petit peu, mais Mm. c'est pas ostensible, et puis il ne servait personne en particulier. Je veux dire, c'est pas un scandale. Moi je dis que qu'on étudie ça, oui, qu'on regarde s'il y a eu un problème intentionnel ou pas, si on a vraiment joué le jeu ou pas, mais encore une fois, ces deux pilotes-là, de talent, étaient en bagarre, pour un point, c'est très important, pour eux-mêmes et pour l'écurie, on peut pas les obliger à se jeter hors de la piste instantanément. Maintenant, Alonso En tout cas, ça n'a aurait-il... pas fait le jeu de Verstappen. Non. Ça, quand même, Aurait-il pu ou Oui. dû laisser passer? Oui, un peu plus Oui. tôt. Je réponds oui aussi, bien sûr. Mm. Bah, de l'extérieur, on est toujours plus intelligent quand on est sur le bord de la piste et qu'on regarde. Mais je rappelle que Suzuka est un circuit extrêmement étroit, avec une trajectoire unique. Dès qu'on en sort, c'est extrêmement difficile, c'est poussiéreux, c'est la fin de course, il y a énormément de boulettes de gomme. C'est pas un scandale, voilà. Bon. Maintenant, est-ce qu'il aurait pu ou dû le laisser passer plus tôt? Oui. Oui. Bon. Bon, le fait est qu'il a donc buté Verstappen Oui. sur Hamilton en fin de course. Il n'y a pas eu de miracle, on va dire Non. ça comme ça. Non. Mais ça prouve bien que ça fait 2 Grands Prix que Verstappen, quand tout fonctionne, on n'est pas mécontent de l'avoir parce qu'on a le sentiment qu'il peut pratiquement aller chercher Hamilton et Mercedes. Écoute, absolument, et ça c'est réjouissant, parce que depuis le temps qu'on l'espère aussi, qu'il y ait un troisième larron qui vienne un petit peu perturber ce duel, qui est déjà, je le répète, formidable par rapport à ceux que nous avons connus, parce que c'est une autre écurie, une autre marque, et en l'occurrence l'écurie emblématique Ferrari. Donc ça c'est génial. Maintenant, voir les Red Bull, Renault, j'insiste, parce que des fois on me dit tu dis pas assez Renault, si, bon. on le dit, attends, Red Bull, Renault, dans le coup, ça Certes. fait vraiment plaisir. Que Verstappen ait du talent, je crois qu'il n'y a plus personne qui peut en douter. Que Ricardo, qu'il avait quand même devancé en qualif, il faut le dire. Ricardo est un solide grognard aussi, on le sait bien, Oui. en course, il n'a pas son pareil. Non, mais oui, moi je trouve génial que Verstappen vienne perturber ce duel, et puis peut-être d'autres demain. Why not? Bon, écoute, je te propose maintenant un petit peu de passer en revue les autres forces en présence. Bon, j'ai quand même envie de dire que Ricciardo 3, Bottas 4 et Raikkonen 5, finalement, ils sont à leur place. Là, c'était un peu Ouais. ce qui les attendait. Écoute, oui, dans la mesure où effectivement Verstappen a débordé Ricardo instantanément, où ils avaient des machines identiques, des réglages à peu près identiques, et malgré, on va dire, le talent, j'insiste toujours, de Ricardo en course, Verstappen, là, ça y est, il a retrouvé une nouvelle dynamique. Là, on voit bien que la fin de la saison, ça peut-être être Verstappen, parce que lui, encore que, attends, à partir du moment, et si jamais c'est le cas, où Lewis va être titré, Oui, c'est ce qui est possible dès le prochain, tout à fait. tout dépend des résultats, évidemment, de Vettel face à Hamilton, à condition qu'il gagne, etc. Mais on peut avoir aussi un Lewis débridé à ce moment-là, parce que effectivement, on sera juste à la lutte pour le bonheur et pour. Alors Verstappen, c'est déjà le cas. Donc Verstappen, il joue les troubles faites, mais dans le bon sens du terme. Et puis les Red Bull Renault sont dans le coup. Quand on termine à 1 seconde 2 et à 9 secondes 6 sur un tracé comme Suzuka. Un tracé long, un Grand Prix assez long, assez difficile, avec des conditions de surcroît de course qui n'étaient pas celles des essais. Je le rappelle, il faisait beaucoup plus froid, il y a même eu la pluie, etc. Là, on avait un Grand Prix à 23, 24 degrés, la piste à 40, enfin, etc. Donc, c'est une super bonne nouvelle. Moi, je dis que là, c'est pareil. Verstappen, on lui connaît le talent depuis longtemps. 2e victoire en Grand Prix, la 3e, c'est pour bientôt. Tiens, au passage, avant de voir le reste du classement, la VSC, la Virtual Safety Car, qu'est-ce que tu en penses? Alors moi je l'ai applaudi des 2 mains, tu sais pourquoi, et je fais référence à Jules Bianchi, bien sûr, parce que évidemment quand on voit sortir un engin pour évacuer une monoplace à Suzuka, maintenant moi pour ce qui me concerne à vie, je penserai à cette scène effroyable d'il y a 3 ans, où dans les derniers tours, on le sait bien, dans des conditions totalement différentes, la visibilité nulle avec la pluie, etc. Mais là, instantanément, comme par hasard, on réagit, et ça corrobore ce que j'ai toujours dit, c'est-à-dire que la rapidité avec laquelle Charlie Whiting s'est dédouané à l'époque m'a profondément choqué, comme je pense beaucoup d'entre vous, parce qu'effectivement, il y avait une faute de la direction de course. Moi, j'ose le dire aujourd'hui, c'est mon opinion. Si on la partage pas, on la partage pas. Ça veut dire qu'il fallait réagir. Et maintenant, on a créé, à cause de l'accident de Jules, le Virtual Safety Car qui a calmé tout le monde, qui a mis tout le monde en sécurité et qui a permis d'évacuer la monoplace dans de bonnes conditions. Donc oui, moi je suis pour, et je trouve que... Alors effectivement, après... Mais quelle est la différence subtile finalement entre une Virtual Safety Car et une vraie Safety Car? Tout le monde est à l'arrêt quand même. Alors la différence subtile, c'est que normalement tu conserves les écarts. C'est-à-dire que la réelle Safety Car, tu regroupes tout le monde, tu annihiles tous les... Alors pas plus mal. Oui, c'est la solution à l'américaine, je suis d'accord avec toi. D'un autre côté, au plan sportif, on peut penser que le Virtual Safety Car est un petit peu plus logique et plus égalitaire, honnête, parce que honnête, parce que les écarts creusés sportivement sur la piste ne sont pas annihilés, même si on constate bien, c'est pas vrai à la seconde près. T'en as toujours qui profitent un peu entre guillemets, sans toutefois, j'imagine, se mettre en dehors du règlement. Mais bon, il y en a qui sont un peu plus prudents avec le règlement et la vitesse affichée, et d'autres moins. Mais bon.
Oui, ça me paraît plus logique et moi je suis plutôt pour. Voilà. Bon, ok. Alors, Ocon et Pérez, qui sont 6 et 7. Ouais. Donc, en fait, on était dans une situation qui aurait pu déboucher sur encore une bataille fratricide et embêtante entre les deux. Bon, là, j'ai eu le sentiment que c'était réglé. Hein. Ouais. On avait décidé qu'on ne bougerait pas, qu'il y avait un pacte de non-agression. Tu l'as ressenti comme tel? Tout à fait. Mhm. Écoute, les règles qui ont été édictées où on dit qu'après le premier tour, on fiche les positions, c'est évident qu'Ocon a fait un début de course formidable. Oui, ah Là oui, aussi, oui. quand on se retrouve troisième Ouais. avec une Force India, c'est génial. Et qui se défend bien, enfin, Il se défend c'est super spectaculaire. bien. Ouais. Bon, après, et encore une fois, il ne commet pas d'erreur. Moi, c'est ça qui me bluffe, hein, parce qu'il pourrait être grisé par Ouais. ce podium. Il l'attend, il l'espère, il le souhaite, comme nous tous depuis longtemps. Il a le potentiel pour l'avoir, mais il n'a pas le matériel pour le faire. Donc là, on se dit, oula, bon, il va résister, mais combien de temps et comment? Bah non, il le fait encore super bien. Après, il laisse passer, évidemment. Il peut pas contrer Ricardo qui récupère, pourtant il l'a passé, mais il peut pas contrer Bottas et Raikkonen. Et ben, il la joue super bien. Alors, ta question, elle porte sur Pérez. Oui. Bah oui, quand on voit que Pérez, qui est derrière, qui fait un petit peu l'accordéon, se retrouve, et puis lui-même, Ocon, est un peu bouchonné par ceux qui sont devant. Donc on se dit, oula, comment ça va se passer? Oui. Alors Pérez s'approche, décroche son téléphone. Alors, c'est virtuel, vous le savez, parce que je dis ça comme ça. Puis, les stands, vous pouvez me pousser. Là, ça y est, je suis beaucoup plus rapide, là, Bien vous me laissez sûr. passer. Ouais. On lui dit, non, t'es gentil, mais tu restes là, parce que Ocon est moins rapide parce qu'il y a des raisons. Et puis le deuxième coup, là, il lui répond même pas. Il lui dit, bon, t'es gentil, tu restes là où t'es. Donc on a compris, mais tant mieux, quelque part, parce que Pérez, évidemment, il essaie de provoquer, il essaie de dire, mais non, je suis beaucoup plus rapide. Bah non, là, il y a des vraies consignes, Ouais. et tant mieux, et un super résultat d'ensemble pour Force India. Oui. Voilà. Bah, disons on les a suffisamment quand même un petit peu critiqués oui. pour s'être accrochés à de nombreuses reprises entre eux. Totalement. Maintenant, on peut plus trop se lamenter si effectivement c'est un peu plus Ah, intelligemment. sincèrement, et là vous allez me dire, bah oui, c'est parce qu'Ocon est devant et Pérez est derrière, mais non, on peut pas se lamenter. Si demain, enfin si au prochain Grand Prix, on se trouve dans une situation inverse, je penserais sincèrement la même chose. Il faut être logique en disant, bah écoutez, on essaie d'éviter l'accrochage entre ces deux-là, à eux de se départager sportivement dans un deuxième temps, dans un premier temps, pardonne-moi, et dans un deuxième, bah, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de clash, puisque bah, ils sont un peu trop fougueux, les garçons. Ensuite, il y a eu aussi un tir groupé pour les pilotes Oui. As, Magnussen devant Grosjean. Bah, c'est bien comptablement parlant hein, pour As d'être dans les points à Suzuka. Les deux se suivaient au qualif, hein, ils étaient 12 et 13. Donc on voit les arrêts, là aussi j'aime bien tout noter. Donc Magnussen s'arrête au 19e tour et Romain s'arrête au 23e tour. Et puis on les retrouve, bah, c'est une très belle course pour les deux. Alors moi j'ai apprécié le dépassement de Magnussen. Oui, sur Massa. tranchant sur Massa. Ouais. Bon, vous allez me dire c'est un peu limite, bah oui mais c'est ça le sport. Non, il a tenté, il a osé. Et puis c'est pas de l'agression, c'est vraiment, il essaie de prendre l'avantage et il le prend à un endroit où Massa manifestement ne l'attendait plus, parce qu'il l'attendait plus tôt, mais pas là, bah il y va, donc je trouve ça courageux, et puis ça profite à Romain Grosjean qui se glisse derrière dans le sillage et qui également, bah, beau tir groupé hein, de la part de Force India et on exploite bien le truc, belle course. Voilà, une paire de pilotes homogènes, hein, faut être honnête. Alors je voulais te poser des questions bien sûr sur l'actualité Renault. Renault et Toro Rosso d'ailleurs, puisque tout ça est un petit peu lié. Tout voilà. est très lié. Bon, alors est-ce que tu as un petit mot quand même pour Jolyon Palmer qui a fait son dernier Grand Prix pour Renault et peut-être même son dernier Grand Prix tout court, on ne sait pas, mais enfin bon, est-ce que tu as envie de dire quelque chose à son propos? Écoute, il termine mieux qu'il n'a que tout ce qu'il a fait, hein, on le voit bien, avec des résultats dans les points. Est-ce que ça l'a libéré quelque part d'un poids parce que lui-même s'est dit, bah, c'est maintenant j'ai tout à jouer. Il savait pertinemment que son baquet était en jeu, il savait pertinemment ce qui se tramait mieux que personne. Maintenant, il avait un contrat, on voit bien qu'il a été rompu et négocié, un contrat financier, puisque son père, hein, on le sait bien, Jonathan Palmer, payait, et c'est pas honteux, encore une fois, mais c'est comme ça. D'autres le Donc font. là, d'autres le font, voilà. C'est eux qui payent, ou c'est quelqu'un d'autre qui paye pour eux, mais le résultat est là. Donc, ben, moi, je trouve qu'il sort par le haut. Je trouve qu'il sort brillamment. En plus, il a une déclaration, et c'est lui qui provoque la médiatisation de son départ, parce qu'il veut pouvoir dire au revoir à son équipe dans de bonnes conditions. Moi, je trouve que c'est une attitude adulte, responsable, réaliste. Il s'accroche pas à son baquet de manière outrancière. Et puis, il réalise des performances qui sont, ma foi, tout à fait honorables. Là, il fait 12, il voilà. a fait 6 à Singapour, on s'en Et souvient. et moi j'aurais aimé qu'il se mette en évidence peut-être plus tôt, mais peut-être qu'il avait ou pas le même matériel non plus, j'ose le dire. Enfin, je vois pas pourquoi on le servirait mieux maintenant qu'avant. Tu sais, on n'est jamais dans les écuries. Hein. Il y a tout un tas de secrets qui ne sortent pas, et c'est normal du cadre des écuries. Maintenant, la décision elle a été prise depuis longtemps, on le savait bien, et puis personne peut grogner ou couiner ou chougner en voyant arriver Carlos Sainz Jr. Donc, voilà. Alors, bah voilà, donc on enchaîne. Deuxième conséquence, Carlos Sainz donc va débuter chez Renault dès Austin. Qu'est-ce que tu en penses comme ça d'un transfert en cours de saison
Alors c'est pareil, Carlos aurait aimé une sortie de piste Oui. qui soit plus sympa pour les Oui, là, c'est sûr que là, il abandonne tout de suite dès il le premier abandonne tour. tout de suite et il sort de la piste. Il était peiné d'ailleurs, vraiment peiné, parce que c'est un type bien. Carlos Sainz, c'est un type bien. Adrien Tambay le connaît très bien et puis je pense que c'est un type très bien. D'accord. Donc je pense que pour lui, c'est une superbe opportunité que de se retrouver dans une équipe d'usine. Bon, tu vas me dire au départ, par rapport à Toro Rosso, Renault et Renault, c'est pas énorme comme différence, mais si, parce que l'ambition, elle est beaucoup plus élevée chez Renault. Encore une fois, c'est une écurie d'usine. Il est attendu, il va se retrouver aux côtés de Nico Hülkenberg, qui est une référence. Ça fait une belle équipe, vraiment. Nico Hülkenberg, Carlos Sainz Junior, ça va se pousser les deux, c'est vraiment super. Et puis, le plus tôt est le mieux, hein, comme on dit dans ces cas-là. Donc, et puis ça profite, tu veux me revenir par le jeu des chaises musicales. C'est la deuxième à un retour. conséquence. Alors, on va parler du reste, Oui. mais non, je suis content pour lui. Oui. Je suis content pour lui, je suis content pour Renault. Voilà. Bon, donc Carlos Sainz, on verra ce que ça donne, son intégration en cette fin de saison chez Renault, effectivement. Nico Hülkenberg, qui hier, en abandonnant, n'était pas content. Hein, il voulait continuer, donc ça va aussi donner un petit coup de fouet dans l'équipe, je pense, l'arrivée de Sainz. Hein, ça va le pousser, hein, parce que là, il n'était pas poussé. Oui, tout à fait. Alors Pierre Gasly, donc, a continué chez Toro Rosso. Pierre Gasly, on pense que maintenant, évidemment, il va encore plus continuer chez Toro Rosso, même si, tu as vu, il y a cette histoire de clash par rapport à son titre en Super Formula. On ne sait pas trop quoi en penser. Lui-même non plus, d'ailleurs, j'ai l'impression. Alors, mais pour le moment, on se fie aux déclarations. Alors, on a eu le chaud, le froid, le chaud, le froid. C'est-à-dire que on nous a dit, oui, bien sûr, il va rester en Formule 1. Bon, après, mais non, ça n'est pas fait. Pierre lui-même ne savait pas. Donc, on attend dans les heures ou les jours qui viennent. Peut-être au moment où on parle, vous saurez pas, quand vous nous regardez, ça vous va saurez. tomber. Donc, c'est Helmut Marko, bien sûr, qui va décider. A priori, Honda a dit, et ça pour moi c'est très important, après la course, Honda a dit, il n'y a pas de problème, on comprendrait très bien que Pierre reste en Formule 1 pour le Grand Prix des États-Unis et ne vienne pas donc essayer d'arracher le titre en Super Formula pour Honda, je le rappelle, parce qu'il sera pilote Honda l'an prochain et que c'est leur intérêt. Donc moi je pense que l'affaire est jouée. À partir du moment où Honda dit, bon écoutez, ok, on renonce au titre en Super Formula parce que la Formule 1 pour l'an prochain avec Honda et avec Toro Rosso et avec Pierre Gasly, c'est le plus important. La réponse est dans la question. Pour moi, c'est joué. On aura la confirmation et tant mieux. Parce que je pense que même s'il est fort, hein, il est bon, il ne commet pas d'erreur, encore une fois, pour Pierre, revenir en Super Formula, se déconnecter de la Formula et se reconnecter, c'est pas bon. Là, maintenant, il est dans une optique F1. Il faut le laisser là-dedans. Mentalement, tu as raison. Bon, écoute, il a fait une course solide encore hier. Hein. Évidemment, il n'est pas dans les points. Bon, ok. Il n'aura pas marqué de points pour ses deux premiers Grands Prix, mais il aura montré qu'il est solide, effectivement. Et puis, il était aux portes des points. À un moment, tu as vu, à un moment de la bataille. Il arrive sur le groupe qui se bat pour Il y avait Massa, il y avait Magnussen, il y avait Grosjean. Donc, comme je disais, il y avait un sandwich avec deux jambons. Les deux jambons, c'était les pilotas. Mais les deux tranches de pain, c'était Massa et Pierre Gasly. Et Gasly, il était à quelques secondes du point. Non, il a le potentiel. Et puis, pas d'erreur. Moi, j'aime bien ça aussi. Mais Ocon, encore, je le redis, Ocon qui termine tous ses Grands Prix, presque tous dans les points cette saison, à part Monaco. C'est génial. C'est comme ça qu'on apprend. Et je peux dire qu'il apprend. Et pareil, Ocon, il a un potentiel supérieur à ce qu'il démontre aujourd'hui. Moi, c'est mon avis, hein, je te jure. Et Pierre aussi. Pierre, il va faire la fin de saison, il va faire le canard, comme on dit. Il va apprendre, il va terminer les Grands Prix, il va faire du mieux possible. S'il y a une opportunité, il sera là. Mais pas de conneries, j'ose dire. Bon, alors pour conclure, Jean-Luc, sur ce thème, 3 pilotes français en Formule 1. Une équipe française qui a de plus en plus d'ambition. Il y a même une histoire, vous avez peut-être entendu parler, qu'ils ont recruté le directeur technique de la FIA, l'ancien directeur technique. Bon, enfin, ça veut dire qu'on a des ambitions. C'est compliqué là. C'est vrai que ça pose des problèmes un peu éthiques, j'allais presque dire, vraiment, on est bien d'accord. Mais ça prouve bien que Renault a de l'ambition et n'hésite pas à le faire savoir même. Hein, quel bonheur. Oui, voilà. Bon, donc ça, plus le Grand Prix de France. Et le Grand Prix de France. Donc j'allais te dire, donc tout va bien dans le paysage automobile français. Tout va beaucoup mieux qu'il y a quelques années en tout cas, puisque là, on a failli avoir les 3 pilotes dans les points et on pourrait les avoir. On a une équipe emblématique Renault qui est en Formule 1 depuis 40 ans, plus de 40 ans maintenant, qui revient avec des moyens et des ambitions comme tu le dis, et on a enfin le retour du Grand Prix de France qui ne peut que réjouir tout le monde 10 ans plus tard. Oui, je dis que pour nous Français, écoute, ce sont des bonnes nouvelles, c'est formidable. Maintenant, il faut des très bons résultats de pilotes français. Là, quand on écoute, tout le monde le sent. Et je pense qu'on a le potentiel avec ce sang nouveau, avec Ocon dès qu'il disposera d'un bon volant, et avec Pierre Gasly. On aura effectivement, on aura des résultats. Il n'y a pas de raison. Bon, voilà. Merci Jean-Luc. C'est un plaisir. Donc la saison n'est pas terminée, vous l'avez compris. Même si on pourra peut-être débriefer du sacre de Lewis Hamilton dès le prochain Grand Prix, on verra ça. En tout cas, voilà, rendez-vous à Austin et Jean-Luc, nous t'accueillerons toujours bien volontiers pour que tu nous débriefes tout cela. Avec plaisir. Merci à vous, merci de votre fidélité, de plus en plus manifeste. Et à bientôt. Salut.